Auriez-vous échangé le toit de votre maison, le confort de votre famille et le fruit de toute une vie de labeur contre un simple oignon de fleurs? Posée ainsi, la question semble relever de la pure folie, d'une sorte d'aberration mentale collective. Pourtant, au XVIIe siècle, au cœur des Provinces-Unies des Pays-Bas, cette décision était perçue par beaucoup comme l'opportunité financière du siècle. Bienvenue dans l'histoire de la tulipomanie, la première grande bulle spéculative de l'ère moderne. Un récit qui n'est pas seulement celui d'une fleur qui fane, mais une leçon de psychologie humaine qui, 4 siècles plus tard, n'a pas pris une seule ride. Pour comprendre comment une nation entière a pu perdre le sens des réalités, il nous faut plonger dans l'atmosphère unique du siècle d'or néerlandais. Nous sommes dans les années 1630. Amsterdam est alors le centre nerveux du monde, une cité vibrante, dominée par une bourgeoisie marchande qui a bâti sa fortune sur l'audace et le commerce lointain. Grâce à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, l'argent coule à flot. C'est une époque de transition où l'on invente la finance moderne, les actions et les obligations. Dans ce contexte de richesse soudaine, la possession d'objets rares devient le marqueur ultime de la réussite sociale. C'est ici que la tulipe entre en scène. Introduite depuis l'Empire ottoman par le botaniste Ogier de Busbecq, cette fleur n'est alors qu'une curiosité botanique. Mais elle possède une caractéristique qui va fasciner l'élite, sa capacité à muter. À l'époque, on observe un phénomène que l'on croit divin. Certaines tulipes, normalement d'une couleur unie, développent soudainement des motifs de flammes, des rayures spectaculaires et des contrastes de couleurs vibrants. Nous savons aujourd'hui que ce miracle était causé par un virus, mais pour les Néerlandais du XVIIe siècle, ces tulipes dites brisées sont des œuvres d'art vivantes, imprévisibles et donc inestimables. La variété la plus célèbre, la Sampé Augustus, avec ses flammes pourpres sur fond blanc pur, devient l'objet d'un véritable culte. En 1623, un seul bulbe valait déjà 1000 florins. En 1637, son prix grimpe à 5500 florins. Pour vous donner une perspective historique, le salaire annuel moyen d'un maître artisan hautement qualifié ne dépassait pas les 250 florins. Posséder un bulbe de Sampé Augustus, c'était posséder l'équivalent de 20 ans de travail manuel acharné. Le basculement vers la tragédie se produit entre 1634 et 1636. La demande explose, mais la nature, elle, impose son propre rythme. Une tulipe met 7 à 12 ans pour fleurir à partir d'une graine. Cette rareté physique rencontre alors un outil financier nouveau et redoutable, le marché à terme. Les transactions quittent les jardins pour s'installer dans l'obscurité des tavernes d'Amsterdam et de Haarlem, lors de réunions informelles que l'on appelait les collèges. Là, dans une ambiance chargée de fumée de pipe et de bière, on ne vend plus des fleurs physiques que l'on peut toucher. On vend des morceaux de papier. Des promesses de livraison pour l'été suivant. C'est la naissance de ce que les Néerlandais appelaient avec mépris le windhandel, le commerce du vent. On spécule sur la croissance future d'un bulbe encore enfoui dans la terre. La déconnexion avec la réalité est alors totale. Un même contrat peut changer de main 10 fois en une seule journée, chaque intermédiaire empochant une plus-value théorique, sans que le bulbe n'ait jamais quitté son lit de terre. À l'hiver 1636, la fièvre devient une épidémie sociale. Elle ne concerne plus seulement les riches marchands, mais contamine les classes moyennes, les charpentiers, les tisserands et même les domestiques. On assiste à une liquidation massive d'actifs réels pour acheter du vent. Un inventaire célèbre de l'époque nous raconte qu'un acheteur a échangé, pour un seul bulbe de la variété viceroy, les biens suivants: 2 chariots de blé, 4 de seigle, 8 porcs gras, 12 moutons, 2 barriques de vin, 4 tonnes de beurre, 1000 livres de fromage, un lit complet, un costume de laine et une coupe en argent. Ce n'était plus du commerce, c'était une transe collective. Mais chaque bulle, aussi brillante soit-elle, finit par rencontrer une aiguille. Le 3 février 1637, à Haarlem, le marché se réveille avec la gueule de bois. Lors d'une vente aux enchères de routine, un lot de tulipes de second ordre ne trouve pas d'acheteur au prix de départ. Ce simple refus agit comme un signal d'alarme. En quelques minutes, l'assurance laisse place au doute, et le doute à une panique féroce. Le mécanisme s'inverse avec une violence inouïe. Les vendeurs, autrefois arrogants, supplient désormais les acheteurs de prendre leur contrat, même à moitié prix. Mais il est trop tard. Le marché a cessé d'exister. Le pays sombre alors dans un chaos juridique sans précédent. Les acheteurs, souvent ruinés, refusent d'honorer leur contrat, arguant qu'ils ont été victimes d'une folie passagère. Les vendeurs, de leur côté, exigent que les tribunaux saisissent les biens des débiteurs. Le gouvernement des Provinces-Unies, conscient que l'exécution stricte de ces contrats mènerait à la faillite de la moitié de la population, finit par intervenir. En avril 1637, une loi est votée. Les contrats peuvent être annulés moyennant une indemnité de seulement 3,5% de la valeur initiale. C'est un aveu de défaite nationale. Les conséquences furent dévastatrices sur le plan moral et social. Si l'économie néerlandaise globale a survécu grâce à sa flotte commerciale, des milliers de familles ont été précipitées dans une pauvreté soudaine et humiliante. Le traumatisme fut tel qu'il a marqué la psychologie des Pays-Bas pendant des générations, instaurant une culture de la prudence et une méfiance viscérale envers l'argent facile. La tulipe est redevenue une fleur,
mais une fleur au parfum de ruine. 4 siècles nous séparent de ces marchands d'Amsterdam. Nous disposons de terminaux Bloomberg, d'algorithmes de trading à haute fréquence et de régulateurs financiers. Pourtant, l'histoire de la tulipomanie continue de nous hanter. Elle nous rappelle que le prix d'un actif n'est souvent que le reflet de l'enthousiasme de notre voisin. Que ce soit dans l'immobilier, les valeurs technologiques ou les nouveaux actifs numériques, nous voyons régulièrement les mêmes schémas se répéter. L'euphorie, le déni, puis la chute brutale. Comme le disait l'historien Anne Goldgar, la tulipomanie n'était pas seulement une crise financière, c'était une crise de confiance dans les valeurs de la société. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'informations, savez-vous distinguer la valeur réelle d'une simple promesse de profit? Sommes-nous vraiment plus sages que ces tisserands hollandais qui ont tout sacrifié pour un oignon? J'attends avec impatience vos analyses dans les commentaires. Selon votre propre expertise, quel est l'actif contemporain qui se rapproche le plus de la Sampé Augustus du XVIIe siècle? Si ce récit approfondi vous a permis de mieux comprendre les rouages de notre histoire financière, n'hésitez pas à soutenir la chaîne.